météo sur France 3 avec le Dauphiné Libéré, votre quotidien régional. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Voici les titres de ce journal. Est-il légal de financer les complémentaires retraites des élus du département? C'est ce que doit trancher le tribunal administratif de Grenoble. Une ancienne secrétaire du Conseil général a saisi la justice pour dénoncer la prise en charge de ces cotisations. Ce midi, nous irons aussi à Chambéry pour la première fête de la gastronomie. 2 jours de marché Place Saint-Léger. L'Italie est à l'honneur avec des producteurs et artisans du Piémont. Enfin, que nous réserve la météo? Regardons RAS, grand beau temps. Les températures oscillent entre 19 et 23 degrés. Mais d'abord, la rentrée scolaire dans le 2e système éducatif français, l'enseignement agricole, c'est aujourd'hui. En Rhône-Alpes, cela concerne plus de 20 000 élèves répartis dans 93 établissements, comme celui de la Côte-Saint-André, un lycée où les formations vont de la seconde à la licence avec d'excellents taux d'insertion professionnelle. On écoute le directeur de cet établissement. C'est non seulement un très bon pari, mais c'est même l'un des enseignements qui garantit des taux d'insertion très élevés. Monsieur Pellurson-Le Draff l'a rappelé ce matin dans sa présentation de la rentrée dans l'enseignement agricole, a donné un taux d'insertion d'au moins 10 à 15% de plus que pas mal d'autres formations. Donc effectivement, si on ne parle que de l'insertion professionnelle, c'est un très bon pari, même si on le sait tous, vu les événements récents, dans une période d'incertitude quant à l'avenir de l'agriculture. Mais l'agriculture progressera, s'adaptera. L'agroalimentaire aussi est forcément une solution d'avenir. On continuera à manger pendant très 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 longtemps. Et les jeunes qui choisissent la voie de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de tous les métiers qui tournent autour de ces activités ont forcément un pari d'avenir gagné d'avance. Et en direct de la Côte-Saint-André, nous allons continuer à évoquer cette rentrée avec vous, Gilles Pellurson. Bonjour. Vous dirigez la DRAF Rhône-Alpes, l'autorité académique de l'enseignement agricole. D'abord, qu'est-ce qui marque cette nouvelle année scolaire? Y a-t-il des nouveautés? Écoutez, ce qui marque cette année scolaire, c'est le rôle que l'on attend des exploitations agricoles dans les établissements d'enseignement, des ateliers technologiques, pour participer à l'accompagnement donc de la formation des élèves et au-delà pour participer à l'accompagnement aux mutations donc de notre environnement, de l'agriculture, de l'agroalimentaire donc dans ces établissements d'enseignement agricole. Très concrètement, ce qui leur est demandé, c'est de participer notamment au projet agroécologique pour la France. La deuxième chose qui marque dans notre enseignement, c'est également la mobilisation donc pour les valeurs de la République qui va être mise en œuvre donc dès cette rentrée à la suite des événements dramatiques de janvier dernier. Est-ce que le malaise du monde paysan, dont on parle beaucoup en ce moment, se ressent dans un établissement comme le vôtre? Il se ressent certainement pour ce qui concerne les réflexions des jeunes qui, inévitablement ouverts sur le monde, s'interrogent sur leur avenir. Il ne se ressent pas sur le recrutement, il ne se ressent peu sur les projets et il revient donc aux équipes éducatives d'intégrer l'ensemble des problématiques actuelles, dans le cadre d'ailleurs de la diversité, de la pédagogie, de l'innovation pédagogique qui leur est demandée pour pouvoir répondre justement à ces interrogations. Donc pas de crise des vocations, il y a toujours autant de candidats dans ces filières? Oui, puisque cette année, les effectifs sont même en très légère augmentation dans l'enseignement agricole, Rhône-Alpes. Alors on l'entend un peu partout, quand même 80 heures de travail par semaine, parfois avec au bout souvent le SMIC. La situation que décrivent les agriculteurs est difficile. Qu'est-ce qui motive les lycéens qui vont vers ces métiers ? Je crois que ce qui motive les lycéens qui vont vers ce métier, c'est à la fois l'idée qu'on travaille avec le vivant. Les lycées sont eux-mêmes d'ailleurs des instances extrêmement vivantes qui ont prouvé leur capacité à évoluer. Ce qui motive les jeunes également, c'est cette liberté que donne le métier, d'entreprendre, de créer. Je crois que ce sont les 2 principales raisons qui font que ces métiers-là restent très attractifs pour les jeunes. Vos élèves sont principalement des fils et des filles d'agriculteurs ? Oh non, nous avons en Rhône-Alpes 7% seulement parmi les 20 000 élèves de l'enseignement agricole qui sont eux-mêmes fils d'agriculteurs. Et quels sont les domaines qui les attirent le plus? Vers quelle filière vont-ils, ces élèves? Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un domaine qui soit plus attractif que l'autre. Nous avons dans l'enseignement agricole des formations directement liées à la production agricole. Cela ne représente, je vais dire, que de l'ordre de 20% donc de l'offre de formation. Nous avons des formations générales. D'ailleurs, il y a dans cet établissement un bac S.
À ce titre, nous avons également des formations en direction des services et au total, la vocation de l'enseignement agricole, c'est de former au métier de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de l'aménagement paysager, de la nature et des services. Donc il n'y a pas spécifiquement une filière qui soit plus attractive que l'autre. Gilles Pellurson, merci d'avoir été avec nous et puis bonne rentrée à tous vos élèves qui vont apprendre ces beaux métiers de l'agriculture. Justice, en Isère, une ancienne secrétaire du Conseil général engage une procédure contre le département. Retraitée aujourd'hui, Josiane Delpirou dénonce une délibération votée par les élus pour financer leur retraite complémentaire. 447 000 € attribués en 2012. Le tribunal administratif de Grenoble statuait hier sur cette affaire. Joël Serroni, Jean-Pierre Rivet. Pour Josiane Delpirou, c'est une étape importante de la procédure qu'elle a engagée contre le département de l'Isère. Elle qui demande au tribunal administratif d'annuler une subvention de 447 380 € versée en 2012 à l'amicale des conseillers généraux pour financer leur retraite complémentaire. Lors de l'audience, le rapporteur public est allé dans son sens et sans juger sur le fond, il a estimé que la commission permanente qui avait voté cette délibération n'avait pas la compétence pour le faire. Josiane Delpirou est satisfaite. Elle espère maintenant que ses autres demandes seront entendues. Maintenant, il faut voir la suite, comment le département va réagir, s'il y aura une autre décision qui sera prise, dans quelles conditions, parce qu'un certain nombre de motifs n'ont pas été pris en compte par le tribunal puisque la décision est annulée, donc il n'y a pas lieu de statuer sur les autres motifs. Mais dans le cadre de la prise d'une nouvelle délibération, ces motifs devront être pris en compte par le département. Parmi ces motifs, il y a le paiement de l'intégralité de la complémentaire par le Conseil général, alors que la moitié de la somme aurait dû être réglée par les conseillers. À l'époque, seuls 2 élus écologistes de l'Assemblée n'avaient pas voté la subvention. Nous avons justement alerté à ce moment pour dire qu'il fallait faire la clarté sur ce genre de dossier qui apparaît comme un système de privilégiés. Je le dis très sincèrement, je ne crois pas qu'il y a des questions de privilégiés. C'est des systèmes qui sont anciens, qui ont fonctionné à une époque, mais qui n'ont plus d'ordre aujourd'hui, qui n'ont plus rien à voir avec la réalité de la vie de l'élu aujourd'hui. S'il suit les conclusions du rapporteur public, le tribunal administratif permettra de remettre à plat ce dossier sensible pour cette nouvelle assemblée qui devra trancher. Selon les informations du Dauphiné libéré, une explosion a eu lieu ce vendredi en milieu de matinée dans les couloirs du lycée Prava à Pont-de-Beauvoisin. L'établissement a été évacué. Un blessé serait à déplorer, brûlé par une projection d'acide. Toujours selon nos informations, l'explosion proviendrait d'un mélange artisanal réalisé à base d'aluminium et d'acide dans une bouteille de jus de fruits. Un important dispositif est actuellement déployé sur les lieux. Situation incroyable à la clinique de Cluses en Haute-Savoie. Depuis plus de 4 mois, le personnel est présent mais n'a plus d'activité. L'établissement a été repris en janvier par un groupe de cliniques lyonnais, mais l'agence régionale de santé a suspendu les autorisations de chirurgie, ce qui interdit toute prise en charge des patients. Xavier Schmitz, Christian Mathieu. Donc tout est vide. Le personnel est désœuvré et déboussolé. Les 11 salariés vivent dans l'attente et l'incertitude. Bloc opératoire, salle de repos, tout est entretenu et prêt à servir. Mais il n'y a plus aucune activité médicale depuis 4 mois. Depuis le mois de mai, on a quasiment terminé ce qu'on avait à faire, en fait, ce qu'on avait à faire. Et depuis, on attend. Mais bon, on est présent et on est prêt à repartir, à rebondir, et à travailler et on n'attend que ça. La clinique de Cluses a été reprise en janvier dernier par Noalis, un groupe hospitalier privé de Lyon, avec de grandes ambitions. Mais 3 mois plus tard, c'est la douche froide. Les autorisations de chirurgie sont suspendues par l'ARS, l'agence régionale de santé. Coup dur aussi pour la commune qui soutient le projet. Nous sommes dans un désert médical, ça veut dire que plus de consultations de spécialistes sur Cluses, puisque c'était dans ce cas de ce pôle de santé et de clinique que les médecins spécialistes venaient consulter, venaient ensuite opérer. Donc ça veut dire plus de cliniques, plus de pôle chirurgical, plus de consultations et pour nous un appauvrissement et une plus grande précarité au niveau de la santé et de la médecine sur Cluses. Depuis 2009, cette clinique de proximité a déjà perdu sa maternité et les urgences. Ce service a été repris par une association de médecins, mais leur activité est fragilisée. Nous, on a beaucoup moins de gens qui viennent nous voir parce que pour l'instant le pôle chirurgical ne fonctionne plus, vu qu'il n'y a plus d'intervention possible.
Et donc les chirurgiens, du coup, partent ailleurs exercer puisqu'ils ont besoin quand même d'avoir une activité. Le nouveau propriétaire de la clinique va contester la décision de l'ARS devant la justice le 5 octobre. Encore beaucoup d'attentes et d'incertitudes pour le personnel. Semaine de rentrée pour tout le monde, y compris pour les élus et notamment le maire de Grenoble, Éric Piolle, invité de notre journal de 19h. Un maire confronté à des mouvements de grève, notamment dans les cantines. L'occasion de revenir sur les actions entreprises par cette municipalité élue il y a un peu plus d'un an. Certains l'ont vécu comme une tuile où on en fait une fête, d'autres y voient comme une révolution. Alors, coup d'État ou coup d'éclat? Coup d'essai ou coup de maître? Comme toujours, il n'y a pas de vérité établie, mais un bilan mitigé. Un peu surprise par son élection, la nouvelle municipalité commence en imposant un style qui se veut jeune et décontracté et en annulant certaines décisions prises par l'ancienne majorité, comme le projet d'armement de la police municipale, l'aménagement du quartier de l'Esplanade et la suppression des panneaux publicitaires. Un geste marquant, surtout lorsque ceux-ci sont remplacés par des arbres. Tout un symbole qui coûte cher cependant, moins 600 000 € de recettes par an. Mais les élus font aussi un effort en diminuant de 25% leurs indemnités. Près de 300 000 € d'économies annuelles pour la ville. Il n'empêche que certaines décisions ont du mal à passer. Cet arrêté municipal qui provoque l'évacuation et la destruction du bidonville de l'avenue Esmonin. Une décision inévitable selon le maire pour protéger des personnes en péril. Le marché d'éclairage public concédé à un consortium privé plutôt qu'à la CMGEG. Dans le domaine culturel, la suppression des 400 000 € de subventions aux musiciens du Louvre afin de mieux aider de petites structures. Puis la reprise en main du Palais des Sports dont la gestion risque de coûter cher à la ville. Et puis il y a les promesses pas encore tenues, comme les autoroutes cyclables ou la gratuité des transports en commun pour les 18-25 ans. Paris ne s'est pas fait en un jour, alors Grenoble et ses nouveaux élus devront calmer les impatiences des électeurs, en investissant par exemple plus de 60 millions d'euros d'ici 2021 pour la création de 6 écoles nouvelles. Un signal fort envoyé aux familles mais aussi au secteur du BTP jusqu'ici très inquiet. Reste une dernière donne essentielle pour l'équipe d'Éric Piolle. Gérer la crise financière, car Grenoble reste l'une des villes les plus endettées de France. En Savoie, Chambéry met à l'honneur la gastronomie italienne. Jusqu'à demain, des producteurs du Piémont font découvrir leur spécialité sur la place Saint-Léger, un marché organisé en coopération avec la ville de Turin. Xavier Schmitt, Antoine Marnas. Les plaisirs de la table, ambassadeurs du Piémont italien. Une quinzaine de producteurs transalpins font découvrir leur savoir-faire, comme la charcuterie, salami, culatello, coppa ou pancetta. Nous avons beaucoup de clients français qui viennent à Turin pour déguster. Pour déguster les produits et ils vont acheter beaucoup de jambon. L'Italie, l'autre pays du fromage. Vaches, chèvres, brebis, une trentaine de variétés venues du Val de Suse au nord de Turin. Turin, l'ancienne capitale du royaume de Piémont-Sardaigne, dont l'histoire est bien sûr liée à Chambéry. La gastronomie va de concert avec le tourisme. On a aussi une carte touristique qui permet de visiter toute la ville en dépensant seulement pas beaucoup d'euros. Donc vous l'achetez dans notre bureau d'information touristique et ça vous permet en fait de visiter toute la ville de Turin et tous les musées gratuitement. Donc c'est pas cher, donc on vous attend à Turin. Le marché piémontais est installé pour 2 jours à Chambéry. Assez de temps pour déguster les spécialités locales et d'avoir envie de les retrouver sur place en passant les Alpes. Merci. La Savoie où les vendanges ont débuté. Cette année, la récolte est précoce, plus de 10 jours d'avance. Elle annonce un cru de qualité et le soleil estival n'y est pas étranger. Claudine Longhi-Bernard, Bernard Portugal. Porteur! Oh là là, ça y va là, hein? Chez les Jacqueline, on vendange en famille, ou presque. Avec 16 vendangeurs, Xavier, Anne-Marie et leurs 2 filles, Mathilde et Justine, ont commencé le ramassage du raisin plus tôt que prévu. Après le pinot noir, c'est le coteau de chardonnay qu'ils récoltent ce matin. Ici, sur les hauteurs du lac du Bourget, l'été a été bénéfique pour la vigne. Je pense que l'année 2015 sera une année exceptionnelle.
C'est vrai qu'au mois de juillet, il a fait très très chaud et c'est surtout la sécheresse en fait qui a pu être un petit peu dommageable pour les vignes. Mais là, au mois d'août, heureusement, on a eu de la pluie, du soleil, il faisait frais la nuit et puis ensoleillé la journée, donc c'était parfait. On a vraiment le taux de sucre idéal, les grappes sont saines, le vignoble aussi est vraiment très sain. Donc ça veut dire qu'on va avoir un bel équilibre sucre-acidité et surtout des très beaux arômes qui vont se retrouver en cuve. Au total, 10 jours de vendange seront nécessaires pour la récolte des 6 hectares du vignoble. Une activité qui séduit de plus en plus les jeunes. Il faut être physique un peu, mais ça va, on s'habitue. Quand c'est plein, ça fait 50-60 kilos, mais ça va. C'est une belle expérience et c'est 100 fois mieux que d'être assis à un bureau à Paris. On l'avait jamais fait et puis voilà, on aime les bonnes choses, le vin, le raisin, on s'est dit pourquoi pas essayer. Puis c'est un bon challenge aussi sportif, on s'est dit pourquoi pas. Aujourd'hui, il faisait frais pour travailler et Météo France annonce du beau temps jusqu'à mardi. En Savoie, les 2270 hectares de vignes devraient permettre la production de plus de 16 millions de bouteilles. Ils font partie du patrimoine alpin, les mazots, ces chalets de poche qui servaient autrefois de coffre-fort, conservés, transformés ou bien déplacés. Certains, vous allez le voir, ont connu un destin étonnant. Exemple à Jarrier, un village de Maurienne. C'est une histoire méconnue, celle de ces multiples petits chalets éparpillés sur la commune de Jarrier, 150 au total. Ailleurs, on les appelle mazots. Ici, dans ce petit bout de Maurienne, c'est l'Augrane, le grenier, une cabane en bois, toujours isolée de la maison familiale. Oui, le plus loin possible, pour éviter qu'un incendie, comme ça, mais là, ça ne brûlait pas. Oui. Ici, on stockait tout ce qui était précieux, les papiers, les vêtements, les céréales. Le blé, l'orge, etc., etc. Et au-dessus, vous voyez, il y a des paniers, la baratte, des choses. Là, il y a des outils de travail. Mais le caractère unique de ces greniers, c'est leur construction sans clous, permettant de les déménager facilement. De faire un grenier une demi-journée, le remonter une demi-journée. C'est tout emboîté. Alors regardez, ici, il suffit de numéroter les choses. Vous voyez, on prend une craie. 1, 2, 3, 4, 5. 5 d'un côté, alors 5 droit, 5 gauche, le machin dessus. Pareil de l'autre côté, et on empile. À grande mobilité, destin particulier. Dans les années 50, plusieurs de ces greniers sont exportés sur le futur site de Courchevel. À l'origine de cette drôle d'idée, Laurent Chapis, le célèbre urbaniste de la station, et par ailleurs beau-frère de l'instituteur de Jarrier. Donc Laurent Chapis a eu l'occasion de venir sans doute ici voir son beau-frère. Il a sans doute remarqué l'existence des greniers et à un moment donné, quand il s'agit pour lui sans doute de faire un premier aménagement dans le lotissement qu'il avait demandé au département de définir, il a eu l'idée d'installer un premier grenier. De Maurienne en Tarentaise, une dizaine de greniers s'envolent donc vers la station UP, laissant dans l'oubli son origine, les alpages de Jarrier, un petit village bien décidé à ne pas laisser l'histoire se répéter. Nous ne laisserons pas faire une chose pareille pour la bonne raison que c'est un patrimoine que nous voulons garder sur la commune. Dans le PLU, nous avons pris, pas un arrêté, disons, il y a une petite ligne qui dit que tous les greniers de Jarrier doivent faire l'objet d'un permis de démolir, de façon à ce qu'on ait la traçabilité et un permis de reconstruire, une déclaration préalable de reconstruction. Aujourd'hui, après ce destin dans l'hôtellerie de luxe, la deuxième vie des greniers de Jarrier s'appelle abri de jardin, chambre d'amis, résidence secondaire. Les greniers bougent encore, mais à domicile. Voilà, et à propos de cette explosion qui s'est produite au lycée Prava à Pont-de-Beauvoisin, on apprend que les cours ont pu reprendre. Très bel après-midi et à bientôt.